L'économiste qui a travaillé sur les retraites, qui parle de ça, et qui dit notamment que les retraites, c'est le révolutionnaire déjà existant. Et ce révolutionnaire déjà existant, eh bien moi je le vois dans tous les savoirs et savoir-faire issus de l'économie de subsistance et des luttes des paysans, des ouvriers, des petits artisans, qui font que toute cette population pauvre, eh bien, a pu modestement entretenir leur puissance d'agir. Parce qu'en fait, moi j'ai le sentiment que l'écologie populaire, elle n'est pas à inventer, elle est juste à réactiver. Et c'est là où on voit où les Verts, c'est les pros du recyclage. Chez Huard, là où mon père bossait, déjà, en 1908, les ouvriers s'étaient mobilisés pour créer la caisse numéro 10 de secours mutuel. Et ils ont amélioré le modèle en 22, en 30, en 58. Solidarité. Je pense aussi au jardin ouvrier, pour les bleus ou les blancs, au jardin collectif. Je pense aussi à l'organisation des courses de vélo. Oui, les petits trucs, voilà. Un truc d'écolo, ça, quand même, peut faire des courses de vélo. Ou les arbres de Noël, c'est tous ces moments festifs. Et puis, il y a aussi le groupement d'achat de l'usine Huard. Vous savez, les groupements d'achat, en fait, c'est un truc d'ouvrier, ça. Moi, je me souviens du groupement d'achat de chez Huard. Bon, tu trouvais de tout là-dedans. Mais c'est vrai que tu trouvais surtout des caisses, des caisses, des caisses, des caisses et des caisses de pinard. C'est vrai. D'ailleurs, vous avez le médecin du travail qui avait dit à Paul Huard, hein, le patron de la boîte, il avait fait « Non, mais il y a un problème quand même chez Huard, c'est que les ouvriers boivent beaucoup. » Et le patron, il avait dit, qui était plutôt un patron paternaliste, il avait dit « Non, mais attendez, oui, d'accord, ils boivent beaucoup. Vous savez, le travail des ouvriers est quand même dur et on ne peut pas être derrière eux aussi chez eux. » Et le médecin du travail avait dit « Non, mais attendez, ils picolent dans l'enceinte de l'usine. » Et lui avait dit « Mais ça n'est pas vrai, ils n'ont pas le droit. » C'est là où on voit que la désobéissance civile, ça date pas d'hier non plus, quoi. En fait, c'était les caristes qui faisaient les commandes, les livraisons. Tout était très très bien organisé. Là, on voyait qu'il y avait de la solidarité ouvrière, solidarité d'ailleurs qui a été démantelée par les classes encadrantes, c'est-à-dire petites bourgeoises et bourgeoises. Et puis aussi, ces pratiques de solidarité, là, moi je les voyais aussi à la maison. En fait, l'écologie populaire à la maison, c'était quoi ? Dans la maison, il y avait l'étage, c'était la propriété de ma mère. Le sous-sol, c'était la propriété de mon père. Et le sous-sol, c'était une espèce d'entreprise artisanale polyvalente autogérée. Déjà, ça faisait café associatif. Enfin, plutôt bar clandestin. C'était là où tu refaisais le match de foot et le match syndical. Ça faisait boucherie-charcuterie. Donc un cochon et un demi-veau par an, où toute la famille et le voisinage travaillaient, mutualisaient sa force de travail pour avoir de la viande à pas cher et de bonne qualité. Ça faisait aussi ressourcerie, recyclerie, faire du neuf avec du vieux, cacher la misère, quoi. Bon, parce qu'en fait, mon père, c'est pas qu'il faisait des petites bricoles, il faisait du black à mort. Oh, le chantier là-dedans. En fait, il nous avait toujours dit à mon frère et à moi, si vous avez besoin de quelque chose, vous me demandez d'abord. Une fois, j'avais cassé ma peau de djembé. J'avais demandé à mon père, tiens papa, t'aurais pas un truc pour une peau de piquette Lui, il m'avait fait... ça commençait toujours comme ça, de toute façon. Bon, ouais, 3 semaines après, il arrive avec 2 peaux de chevreuil. Voilà. D'ailleurs, c'est là où vous voyez que vous avez plusieurs catégories de chasseurs aussi. Ce qu'il avait dit, en fait, à ses copains, tiens, il y a mon gosse, il fait du tam-tam, là. Il a besoin de peau de biquette, t'aurais pas un truc. Et puis, voilà, il a dit, par contre, faut pas qu'il y ait trop dedans, parce que il m'a dit, sinon ça marche pas, son machin, quoi. Il y en avait une, c'était une bâche percée. Oh, le machin, il avait pris. Bon, voilà. En fait, mon père, il n'avait pas un compte en banque. Il avait des comptes en banque partout, sur tout le pays et dans toutes les communes environnantes. Et vous savez, c'était pas le système de sel où il faut noter, vous voyez, voilà, je t'ai fait 3 quarts d'heure de taillage de haies, contre une demi-heure de jardinage, contre 2 heures d'espéranto. C'était en fait le plus vieux système économique populaire qui était le don contre don. Une espèce de dette d'honneur qui fait que de toute façon, on est liés les uns les autres
que je te fais des bricoles, tu me dois quelque chose, et notre système économique repose sur le fait qu'on est tous redevables des uns des autres. Et bien ça, c'est ce que l'on appelle le capital d'autochtonie. Le capital d'autochtonie, ça définit l'ensemble des richesses que l'on tire à partir du moment où on est implanté sur un territoire, ou que l'on a accès à un réseau implanté sur un territoire. Ce qui n'a rien à voir avec le fait de naître sur un territoire. C'est d'accéder à ces richesses-là. S'il y a bien un des concepts qui est, et qui a été, et qui est toujours le plus destructeur pour les classes populaires, c'est la notion de liberté. Parce que la liberté, c'est la liberté du riche, la liberté individuelle, qui fait que les travailleurs libres deviennent atomisés et atomisables et deviennent la proie du capitalisme. L'arme du pauvre, au contraire, c'est dans le fait de cultiver intelligemment ces relations de dépendance. Mais à une condition, c'est de jouer collectif. Parce que si un changement collectif, ça passe par des changements individuels. Vous savez, c'est le colibri qui fait ce qu'il a à faire. Eh bien, un changement de société, ça passe par un changement collectif. C'est d'organiser une armée de colibris. Et ça, c'est ce que ma mère avait très très bien compris pour la barrière en bois. Le jour de la fête du référendum, dès le matin, de toute façon, elle avait pris une feuille, elle avait tiré un trait au milieu, elle avait marqué « bois, fer ». Et elle fait signer les tontons, les cousins. Et vas-y que les tontons y signent, et vas-y que les cousins y signent. Alors moi j'avais signé un barrière en bois, bien entendu, je suis pas fou quand même. Voilà. Le midi, on mange tous ensemble en famille, avec cette célèbre devise, on rapporte pour chacun et on partage pour tous. On mange, le petit café, la petite goutte. Après ça, les bonhommes, ils font une partie de pétanque. Les bonnes femmes, elles font un tour du petit coin de l'anneau. Pendant ce temps-là, ma mère, elle fait signer les tantes, elle fait signer les cousines. Et à la fin de la promenade, alors que nous, on avait fini les parties de pétanque et on était autour de Cubi, ma mère arrive et elle fait « Bon, c'est très très clair. La barrière, elle sera en bois. » Et là, applaudissement général dans la famille. « Ouais, barrière en bois, trop bien !» Les applaudissements baissent. Là, tout le monde regarde la tête de mon père. Il n'y en avait pas un qui avait voté pour la barrière en fer. Lui, il avait boycotté l'élection. C'est là où tu vois d'ailleurs les limites du boycott. Vu la tête que tirait mon père, on a très très vite regardé nos chaussures. Ma mère s'est rendue compte en fait de ce qu'elle était en train de faire. Tonton Joseph lui voulait raconter une connerie pour détendre l'atmosphère, il s'est pris un coup de coude par Tata Juliette. Et mon père en fait a regardé comme ça tout le monde, a joué d'un coin de l'œil. Et il devait se dire, tiens, bande de salauds. Ouais, parce que lui il était à la retraite, quoi. C'est-à-dire, ça lui donnait peut-être 10 jours de boulot, puis c'était l'occasion de montrer son savoir-faire, quoi. Et puis il a tourné les talons, et les mains dans le dos, il est parti comme ça, dans un silence. C'était beau quelque part, mais c'est pas ce qui est arrivé. Non, je déconne. Non, parce que pour la fin de la conférence, ouais, faudrait faire un truc mélo, tu fais chialer tout le monde, vous voyez. Voilà, non, mais attends. Non, alors je vous dis ce qui est vraiment arrivé. Non, ça a été beau, mais beau chez nous, vous savez, c'était quoi? Ma mère, elle est arrivée avec la pétition, et elle arrive, elle fait, bon, c'est très très clair, hein, la barrière, elle sera en bois. Et mon père, il a répondu, bah écoute, tu feras bien ce que tu voudras, parce que c'est pas moi qui la fera. Voilà, donc cette barrière en bois existe bel et bien, c'est Georges Leroy qui l'a fait dans le garage. Voilà, c'est là-dessus que se termine cette conférence. Avant de parler de l'atelier de demain et de finir ensemble, d'habitude on finit par une petite chanson. Ça vous dit de finir par une petite chanson? Ouais, parce qu'en fait mon pépé il chantait des chansons du pays. C'est pas lui qui les avait inventées, hein. Il avait récupéré ça comme ça, donc je vous propose une petite chanson du pays. Et alors le refrain est très très simple, hein. Si vous avez envie de chanter, vous pouvez vous époumoner sans souci.
Le refrain, c'est « Ah, les jolies petites bretonnes, les belles filles du pays, sont vraiment bien plus mignonnes que les filles de Paris. » Vous voyez, les petites chansons, voilà, un petit peu chauvines, ce qui fait que, vous voyez, ça pose le problème aussi de tout l'héritage culturel qu'on a à faire. D'ailleurs, il y a un mot dans la chanson que j'ai changé. Alors, si vous voulez le deviner, c'est lequel, vous allez peut-être pouvoir le trouver. Ok, on y va? Partout où on a vanté les belles filles de Paris, moi je vais vous raconter qu'elles sont bien mieux ici. Ah, les jolies petites bretonnes, les belles filles du pays sont vraiment ben plus mignonnes que les filles de Paris. À Châteaubriand, les filles sont bien faites et jolies. À Saint-Aubin, gentilles, avec leur petit mari. Lusanger, très mignonne. Ruffini, elle danse bien. Sur les mines de polissonne, celle de Derval chante bien. Ah, les jolies petites bretonnes, les belles filles du pays sont vraiment ben plus mignonnes que les filles de Paris. À Louis Fer, malicieuse. Saint-Vincent, très rusée. À Villepot, très heureuse. Moi dont aime les baisers. À Herbret, toute bien faite. La mairesse en façon. À Soudan, les coquettes. Adore les beaux garçons. Ah, les jolies petites bretonnes, les belles filles du pays sont vraiment ben plus mignonnes que les filles de Paris. À Issy, Parevêche. À Pouancé en bon cœur, Saint-Julien toute fraîche, comme les plus jolies fleurs, à Paray les plus belles, à Treffieux les timides, à Nozay font la fête, à Janssen les chichis, à les jolies petites bretonnes, les belles filles du pays sont vraiment ben plus mignonnes que les filles de Paris. Rougées dans leur corsage, les filles ont de bonichons, qui d'amour mettent en rage tous les godes du canton. Si les filles sont toutes sages, les belles-mères c'est corps mieux, sont toujours à la page pour boire le cite mousseux. À vous belles fillettes, jeune et vieille maman, à chacune je vous souhaite d'avoir 25 amants. À vous belles fillettes, jeune et vieille maman, à chacune je vous souhaite d'avoir 25 amants. Pom, pom.